Mon Bart, sache que, pour une fois, je ne te clasherai pas, parce que, par rapport à ce que tu avais dit dans le chat il y a quelques secondes, 12 ans, ça se mérite. Non, non, 12 ans, ça se mérite, mon Bart. Je peux pas aller contre cette optique. 12 ans, ça se mérite, mon baba boy. Baba boy, baba boy. Eh, gros dédicace à Luca, mon Bart. Comment ça va, mon Bart? Comment ça va, mon Edgy? Manurga, Bebelette, merci beaucoup Bebelette pour ton resub, 15e mois déjà, merci beaucoup Bebelette, ça fait plaisir. Salut au Geek Movie et à tous ceux qui arriveront évidemment par la suite ou qui sont possiblement déjà là, mon Anto de Geek qui vient d'arriver. Ce soir, on baisse la température, c'est dommage parce que pour une fois, il commence à faire bon et ça fait plaisir. On retourne à l'ère glaciaire, voire même plus que glaciaire avec SOS Fantôme, la menace de glace. Un film givré, LOL XPTDR, Baba Boy. Tu connais évidemment ces petits jeux de mots alambiqués. Ce film a-t-il laissé de glace? Vous allez le savoir évidemment dans très peu de temps, bien évidemment. Comment ça va, mon Soul? Vous avez remarqué cet enchaînement de bien évidemment d'ailleurs. SOS Fantôme, donc La menace de glace, qui est un film dont je ne vois personne parler. Assez étonnamment, parce que ça reste quand même SOS Fantôme. Parce que c'est peut-être maintenant trop années 80 pour aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai ni Dieu, ni maître. Et merci mon R2077 pour le resub. Comment il va mon R2077? 27e mois déjà pour R2077. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton resub. Bonsoir à tous. Je fais juste un petit coucou car je ne serai pas là pendant ce live puisque je regarde mon film de 2023 qui est Le règne animal diffusé sur Canal. Je ne peux pas t'en vouloir. Excellent, Le règne animal. Ça fait partie des vrais grands bons films de genre et films français en règle générale que j'ai adoré entendre parler et que j'ai adoré que tout le monde en discute et qu'il ait même pu avoir une récompense, je crois, au César et que tout le monde en ait parlé et apprécié parce que c'est un peu la nouvelle vague, la nouvelle mouvance du cinéma français qui de plus en plus, j'ai l'impression, essaie d'aller vers l'indépendant, l'auteur toujours, mais de genre, et ça me plaît énormément. Je sais pas si R2077 t'avais vu Vermine, mais dans le même genre, voilà, on a eu Vermine, Gueule Noire, Le règne animal, alors avec des points positifs et négatifs pour chacun, évidemment. Enfin, des retours et puis des réussites qui ont été très disparates entre chaque, mais je crois que le règne animal avait très bien fonctionné, et ça fait plaisir parce que c'est le cinéma français qu'on veut, hein. Ça c'est le cinéma français qui a des couilles, qui n'hésite pas à aller toujours sortir de sa zone de confort pour aller chercher certaines choses. On verra cette année avec Sous la Seine si à un moment donné on a peut-être l'opportunité d'avoir quelque chose d'intéressant. Je vous avoue que j'ai des petits doutes. Enfin, c'est pas que j'ai des petits doutes, c'est que globalement, bon, je j'ai pas été très convaincu par le trailer, moi, de Sous la Seine. Je trouve que ça fait très série Z et que ça joue pas très bien. Donc, au sens, je sais pas sur quel pied danser. Là où Vermine m'avait convaincu dès sa bande-annonce et où Le règne animal avait un ton hyper sérieux et surtout très novateur. Donc, je l'avais vu, il est quatrième sur mon top 2023. Il est quatrième top 2023? Ouais, donc tu vois, bon, ça fait deux films français dans le top 5. Donc ça envoie du lourd. C'est dire aussi l'impact aujourd'hui des films français et la qualité des films français actuels, quoi. C'est vrai que globalement, globalement, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd. Et on a Anatomie d'une chute qui a cartonné en début d'année. Il y a Les Trois Mousquetaires qui reste toujours très divertissant et très bien foutu pour du cinéma français, un peu blockbuster, qui est sorti l'année dernière aussi. Le cinéma français, j'ai tendance à dire qu'il va bien dans plein de domaines quand même. Je vais cincer l'épisode 8 de Sins Out avec une pièce de viande sincesque au possible en sins, mon soul. Mon sins first. Apparemment, c'est légendaire, hein. Yaya m'a dit Fallout, une dinguerie. Ouais, il m'a juste dit Fallout, c'est incroyable. Je commence dès dimanche et mercredi critique de Fallout pour tous ceux que ça intéresse. Soul, ça l'intéressera très probablement. Je crois que c'est mercredi soir, si je dis pas de conneries, mercredi soir critique de Fallout. J'aurais vu la série, on parlera évidemment de toute la saison 1. Comment ça va mon Cébou? Je vous aime en légende, en légende Sins, mon Cébou. Comment ça va mon Cébou? Et oui, si j'ai eu l'impression de boire en l'espace de 15 secondes dans mon mug, c'est parce que c'est très chaud et que j'avais peur de me brûler au 12e degré. Comment ça, Sarah? Je vais craquer. Ah, bon bah ce week-end elle est à Disney. On sait ce que ça veut dire quand elle dit je vais craquer, ça veut dire qu'elle a pris des billets comme ça à l'emporte-pièce, demain elle est à Disney, elle serre la main à midi. Non mais voilà, on la connaît, je veux dire, il n'y a pas de suspense particulier. Voilà, on sait qu'à un moment donné, c'est forcément en rapport avec Disney ou le parc Astérix. Je sais pas encore où est-ce qu'elle va être ce week-end, mais bon. J'attends de voir parce qu'apparemment le dernier épisode contredit certains trucs des jeux à voir en légende. Bah moi l'avantage c'est que la critique que je ferai mercredi sera sans connaître les jeux du tout, ni l'histoire, ni le rendement, ni le gameplay, rien.
Donc, donc du coup, je pourrais peut-être donner une vision d'un point de vue purement filmique, ce qui pourrait être intéressant, de la même manière que je l'avais fait pour certaines critiques de JV adaptées aussi, hein. On verra. Mais bon, ça a l'air quand même de faire assez l'unanimité. J'ai même des gens qui parlent de Fallout comme la réelle adaptation absolue de l'univers du jeu vidéo. Il y en a qui disent que ça fout au placard les Last of Us et compagnie. Donc, on est toujours dans cette optique, ça c'est très 2024, hein. Forcément, voilà, c'est le cri du cœur et le jugement à l'emporte-pièce et le tout de suite et pas de réflexion, pas de retour, pas de recul sur rien et tout de suite des comparatifs sur des choses incomparables. Mais enfin, il y en a beaucoup qui disent que Fallout apparemment est meilleur que Last of Us. Ah bon, moi c'est pas forcément ce que... Enfin, parce que les deux n'ont tellement rien à voir que j'aurais du mal à juger, mais ça hype pas mal. Puis Walton Goggins, rien que Walton Goggins. J'arrive pas le dernier niveau du mode mercenaire de RE8, je vais péter un putain de plomb. Mais il y a Renault qui est dans le chat. Alors il est en l'heure que le Renault, mais le Renault peut t'aider, c'est lui le pro de Resident Evil. Renault Resident Evil, c'est... Depuis qu'il était gamin en 1964. Dès 1964, il était déjà à la préconception de Resident Evil. Renault, c'est ça qu'il faut savoir. Non, faudrait lui demander, mais je sais pas si lui il pourrait te filer... s'il pourrait te filer un coup de main. Avec RE8, moi, à part la run que j'ai fait, j'en ai fait qu'une et j'en ai pas fait d'autres depuis. Alors, c'est un jeu qui est génial, hein, je trouve RE8. Mais tous ces modes-là, tous ces modes-là, je les ai pas fait, je connais pas. Et RE8, j'aimerais bien refaire une run, mais si c'est pour me retaper le bébé, là, non. Ma personne ne pourra pas aller plus loin, c'est pas possible. Mais moi, le RE8, je l'ai beaucoup aimé. Le jeu en tant que tel, je l'ai beaucoup aimé. Regardez que ça comme c'est beau. Est-ce que vous avez déjà vu un Paul Rudd aussi élégant? La réponse, oui, probablement, mais c'est toujours important de le rappeler. SOS Fantôme, la menace de glace. Très probablement un film dont beaucoup actuellement dans le chat se carrent royalement. C'est l'un des premiers procédés justement sur lequel j'ai envie de commencer avant de faire cette critique. Est-ce qu'on en a un ras-le-bol des suites, des reboots ou des suites qui peuvent en même temps être un reboot ou voilà de cette mouvance de reprendre des sagas des années 70, 80, 90 et puis de les remettre au goût du jour aujourd'hui en faisant évidemment des caméos d'anciens acteurs. Il y a peut-être à un moment donné un espèce de ras-le-bol. Il y a peut-être aussi, et on va le voir, beaucoup de défauts à ce film qui font que malheureusement il passe un peu inaperçu et c'est vrai que sans avoir été relativement déçu, parce que je peux pas forcément dire que j'ai été déçu dans la mesure où, étonnamment, j'en attendais pas grand-chose. J'ai quand même trouvé que j'en suis ressorti très mitigé. Il y avait pas mal de petits points noirs, évidemment, qu'on va éclaircir et beaucoup de choses qui fonctionnaient pas. Il y a aussi des choses qui fonctionnent. C'est pas une purge comme j'ai pu le lire par-ci par-là, hein. Il y a pas mal de choses qui peuvent fonctionner aussi, mais malheureusement aussi, on tombe sur pas mal de points narratifs dans le traitement, le développement des personnages et même dans la réal et de ce qu'est l'entité du film en tant que tel, qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est vrai que le film, j'en entends très peu parler. J'ai aucune idée si pour l'instant il fonctionne au box-office. La seule chose que je sais, c'est que moi j'avais beaucoup aimé SOS Fantôme, je crois, Afterlife. Alors entre SOS Fantôme et Godzilla X Kong, il y en a un qui essaye au moins d'être un vrai film. Donc moi tous les jours, je préfère quand même SOS Fantôme, la menace de glace, hein, parce que ah non non non, là on est sur deux choses radicalement différentes. Hormis Sarah qui a aimé, j'ai pas trouvé d'autres gens qui avaient bien aimé Godzilla X Kong. Et je pense que Sarah, elle s'est dit tout le monde déteste, Valou a dit que c'était pas bon. Je pense que du coup c'est une plus-value supplémentaire qui fait que je vais probablement kiffer, et ça n'a pas échoué puisqu'effectivement elle a bien aimé. Après tant mieux parce que bon, c'est que ça reste quand même enfin, j'imagine quand même que certaines personnes non, non, en fait non, pour moi Godzilla X Kong c'est pas défendable. SOS Fantôme, la menace de glace, moi j'avais beaucoup aimé entre guillemets la première suite reboot. Évidemment pas celle où on a les personnages féminins qui sont au centre de l'intrigue avec Chris Hemsworth qui fait la femme de ménage, parce que celui-là, et attention, parce que là qu'est-ce qu'il a pas dit, on est en 2024, c'est pas parce que ce sont des femmes, évidemment l'équipe de SOS Fantôme, que le film est nul. Si le film est nul, c'est parce que le film était nul, donc celui-là je le considère pas. Les personnages, des anciens SOS Fantômes reviennent mais ne campent même pas leur même rôle. C'est ridicule au possible en termes d'humour, de visuel, etc. Celui-là je ne le compte même pas, donc pour moi il y a eu les deux premiers SOS Fantômes et ensuite il me semble que c'était Afterlife.
ou Aftermath, je me souviens plus. Le SOS Fantôme qui était sorti il y a quelques années avec Paul Rudd et une nouvelle dynastie avec la petite fille, donc Phoebe Spangler, petite fille de notre cher Spangler de, du premier SOS Fantôme. C'était bien Spangler, hein? Oui, c'était Spangler. Il me semble que c'est bien Spangler, hein. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé celui-là parce que j'ai trouvé que ce SOS Fantôme, alors pour parler de celui qui date d'il y a maintenant quelques années, était un peu un exemple d'un revival réussi. Pas trop de fanservice, quelques plans quand même assez emblématiques et marquants avec une histoire intéressante, des rapprochements à l'histoire originale sans avoir besoin d'en faire trop, une nouvelle dynastie qui s'installe et qui peut être potentiellement intéressante à regarder par la suite avec une pléiade d'acteurs qui le joue plutôt bien. Soit le gamin de Stranger Things, bon bah lui qui dans le genre fantastique, SF, etc. est rodé maintenant, donc c'est comme s'il était à la maison. Il y avait une certaine poésie vis-à-vis de justement des Spengler qui était hyper intéressante, que ce soit sur la fille ou la petite fille. Et puis voilà, retrouver cet engouement, retrouver cette philosophie des SOS Fantômes qui sont pour moi, et merci mon papy pour le sub, mon baba boy, merci mon baba boy, et celui-là il est pour le retour du roi, tu connais, la grosse dédicace, merci mon papy, merci mon baba boy pour ce 392e abonnement offert déjà, merci mon papy. Mais ouais, non, en Sins, en Baba Boy, c'était un exemple de revival que j'avais bien aimé, qui respectait le propos original, qui n'allait pas trop loin dans le fanservice ou dans le à outrance, et qui était assez poétique, qui avait une fin quand même, je trouve, très émouvante. Alors on jouait sur le retour des anciens, et puis surtout bah, sur la disparition de l'acteur qui jouait Spengler, pour avoir quelque chose de très emblématique et de très marquant. Mais c'est vrai que celui-là était pour moi un exemple de revival et de reboot suite. Alors c'était une suite directe, mais un peu rebooté quand même, parce qu'on se retrouve avec une nouvelle équipe et puis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années plus tard. Faudrait voir quand sont sortis les... faudrait voir la date de sortie des premiers SOS Fantômes déjà. Mais c'était voilà, un film que j'avais énormément apprécié et que je trouvais très intéressant dans comment aujourd'hui refaire une franchise, rebooter une franchise correctement. Ce que beaucoup de franchises aujourd'hui ne réussissent pas à faire du tout. Premier point. Deuxième point important, je suis un méga fan d'SOS Fantômes. Je suis un très très grand fan d'SOS Fantômes. J'aime beaucoup comment dire, les anciens. Que ce soit le premier, moi j'ai beaucoup d'affection pour le deuxième. Je trouve le deuxième, avec la musique que j'ai mis en intro là d'ailleurs. Alors vous ne l'aurez pas en rediffusion sur YouTube, mais j'avais mis On Our Own de Bobby Brown, qui était la musique phare du deuxième opus. Moi j'ai beaucoup aimé le second volet des SOS Fantômes. Ah, évidemment le premier aussi, tout le folklore, la culture, Extreme Ghostbusters, qui était l'animé inspiré justement de ces histoires-là. Et là, donc, du coup, on se retrouve avec un film que je suis forcément obligé d'aller voir au cinéma, puisque ça fait partie, moi, de ma culture. Ça fait partie des films avec lesquels j'ai grandi. Ça fait partie des films qui m'ont fait rêver. Faut savoir que moi, je suis un très grand fan d'Ivan Reitman. Dans mes souvenirs, il me semble que le réal, et là on le voit parce que la réal de celui-là est beaucoup plus classique, à une ou deux séquences près, elle est beaucoup trop classique, mais il y avait ce côté Reitman chez son frère, puisque je crois que c'était le frère d'Ivan Reitman qui était à la réalisation du premier volet des reboots, Jason Reitman. Là, il est à l'écriture du volet de ce deuxième opus, La menace de glace. Mais alors, il y avait un savoir-faire chez les Reitman qui était évident. Puis moi, Ivan Reitman, que ce soit sur les SOS Fantômes ou même Evolution ou 6 jours 7 nuits dans l'humour avec Harrison Ford. Bon, moi, j'aime beaucoup le style Ivan Reitman. Donc forcément, c'était une saga qui me parlait, l'humour, etc. Et puis tu avais ce quatuor légendaire mené par Dan Aykroyd, Bill Murray, où ça débitait des vannes toutes les 15 secondes, mais ça faisait toujours mouche, c'était hyper pétillant, c'était déjà à l'époque hyper féerique, je trouve qu'il y avait une certaine féerie, moi, qui se dégageait des SOS Fantômes, il y avait du mystère, il y avait un peu de peur de temps en temps, beaucoup d'humour, de l'aventure, enfin il y avait beaucoup de choses qui se dégageaient de ces films-là, donc j'ai grandi avec. Que vaut donc La menace de glace
Avant, évidemment, que je dise bonjour à mon Sky qui est là et mon Yaya. J'espère que vous allez bien. Mes deux camarades en Sins, évidemment, mes deux Sinners. Hello, mon Val, j'espère que tu vas bien. Moi, super, je me régale sur Planet Zoo et la série Fallout. Tu vois, mon Soul, alors je sais pas, je pense que Soul est déjà parti en Big Legend regarder l'épisode 8. J'en parlais justement, mon Yaya, du retour que tu avais fait de Fallout, qui apparemment était excellent. Mercredi prochain, je fais la critique sur Twitch. Donc, mercredi prochain, critique de Fallout. Et je m'y mets dès dimanche, parce que bah voilà, vous m'avez hypé, il n'y a que 8 épisodes, donc let's go. J'ai rempli toutes mes obligations, donc je suis maintenant disponible pour regarder Fallout, donc ça va sincer Fallout en légende dès dimanche. Que vaut donc SOS Fantôme, la menace de glace? Quel est le pitch, évidemment, d'SOS Fantôme, la menace de glace? Nous retrouvons donc notre famille composée, entre autres, évidemment, de Paul Rudd, mais surtout de Minnie Spangler, hein, attendez, je vais regarder quelque chose, j'ai un doute. Tac, 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 tac. Euh... Tac, c'est Gil Kenan qui était à la réalisation de La menace de glace. Et j'avais un doute sur ce qu'il avait déjà fait, mais globalement, pour ceux qui se posent la question, c'est l'un de ses premiers gros projets. C'est lui qui avait fait ouais, le reboot de Poltergeist. Un garçon nommé Noël avec Toby Jones, mais celui-là je ne l'avais pas vu et j'ai pas d'autre chose à son actif, mais c'était ça évidemment que je voulais vérifier pour vous dire qu'on a perdu un petit peu la patte Redman hein, sur celui-là en termes de réal. On retrouve donc l'équipe du premier opus qui vit maintenant à New York et qui a repris le flambeau de l'équipe du professeur Venkman, de Ray et compagnie, donc Bill Murray, Dan Aykroyd, etc. Ils ont repris le flambeau, sauf que la mairie, ça leur plaît pas du tout, puisque le maire de New York cherche toujours à se débarrasser des SOS fantômes pour les dégâts qu'ils causent évidemment à la ville de New York. Tu prends des notes pendant les séances ou tu fais les critiques de tête? Non, la plupart du temps, je prends des notes. La plupart du temps, je note toutes les idées phares, etc. Parce que c'est vrai que sinon, tu t'en sors pas. Alors, ça dépend des films. Sur des films vraiment qui me parlent, où il faut que je sois... Il y a même des fois où je vais les voir deux fois, une séance libre, une séance en prenant des notes au maximum. Ça, c'était beaucoup plus à l'époque où je faisais des critiques sur YouTube. Mais j'arrive à avoir à peu près tout en tête, mais c'est bien aussi, la plupart du temps, de prendre des annotations. S'il y a des segments, par exemple, que tu ne veux surtout pas oublier d'un point de vue de musique, etc. Donc, j'essaie d'être le plus pro possible, ouais, sur les films que je sais que je vais débattre sur YouTube ou Twitch. Du coup, le maire est pas spécialement content des faits de SOS Fantôme, et pendant ce temps-là, on a un nouveau personnage qui arrive dans la boutique de Dan Aykroyd et qui va lui vendre un objet, une relique, qui en son sein enferme le grand méchant de la menace de glace, qui est un méchant qui dure depuis des décennies et des décennies et des siècles, et qui est enfermé. Il ne faut surtout pas, évidemment, qu'il ressorte, sinon il pourrait libérer l'intégralité des fantômes que les Ghostbusters ont enfermés depuis leur service, et évidemment transformer la Terre en deuxième surface glaciaire. Donc c'est un petit peu voilà, le pitch standard pour vous éviter un maximum de spoil. C'est un film qui, globalement, a quelques qualités, mais a aussi pas mal de défauts et des choses qui, pour moi, dans un SOS Fantôme, ne passent pas du tout et que j'ai du mal vraiment à concevoir, notamment d'un point de vue... Alors, vous allez me dire, SOS Fantôme n'est pas réaliste pour un sou, évidemment, mais même d'un point de vue réaliste quant à l'univers de SOS Fantôme, il y a des choses qui m'ont un peu chagriné dans le distinguo entre ce qu'est l'univers SOS Fantôme et le dérivé vers du fantastique un petit peu super-héroïque qui, moi, m'a pas spécialement plu. Dans les côtés positifs, parce qu'il faut quand même reconnaître les côtés positifs, j'ai trouvé que la scène d'intro était très intéressante. Je vais même, à un moment donné, faire une qualité que je ne fais pas à beaucoup de films. La scène d'intro d'SOS Fantôme, la menace de glace, m'a fait penser à la scène d'intro de Jumanji. Le premier avec Robin Williams. On se retrouve dans un New York en 1904, assez délabré, où justement on va découvrir l'antagoniste principal qui est enfermé pour la première fois. Donc on ne le voit pas à ce moment-là, mais on voit un petit peu les dégâts qu'il a pu causer. Et je trouve que c'est filmé avec la musicalité qui va derrière, etc. D'un point de vue... Alors là, ça vient peut-être du réal qui avait déjà réalisé un ou deux trucs d'épouvante. On est un peu dans un délire, quelques jumpscares, semi-épouvante, assez par moments horrifiques, pour mettre en avant justement ce qui pourrait être cette grande menace. Vous allez voir que c'est dommage, parce que la menace, pour le coup, elle est prometteuse, mais
elle est nulle au final. Enfin, cet antagoniste est vraiment pas bon parce que il est tourné en ridicule malgré lui et en plus au détriment d'autres personnages assez vite et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ça laisse envisager un antagoniste assez prometteur, très puissant et surtout la réalisation, la mise en scène avec justement cette photographie très froide. On mise beaucoup sur des même, on le dit pourtant qu'on est en période estivale, je crois que ça se déroule au mois de juillet, quand on nous reparle de ces événements-là, ça reste quand même un environnement très froid, genre très nuageux, pluvieux, enfin tu sens que c'est vraiment... tout est mis en relief pour qu'on n'ait pas du tout envie d'y passer nos vacances, quoi. Et ce côté photographique-là est plutôt pertinent. Et ce qu'on vit en plus par la suite, avec le système horrifique qu'il propose, et les quelques minutes de l'introduction qui nous emmène à la découverte de cet antagoniste, ça pouvait nous laisser effectivement un aspect de l'antagoniste principal du film pertinent et plutôt audacieux, ambitieux et novateur. C'est vrai que dans l'univers d'SOS Fantôme, on avait rarement eu quelque chose de cette ampleur-là. Il y a beaucoup de points négatifs dont je parlerai évidemment après, mais même tout au long du film, la mise en place de la tension, la mise en place de ce personnage, en fait, elle est longue. Alors pour certains, elle sera trop longue. C'est vrai que sur un film qui dure 2 heures, l'antagoniste principal, on doit le voir dans les 20 dernières minutes. Maximum, même pas, peut-être un quart d'heure. Un quart d'heure maximum. Tout le reste du film, c'est pour le mettre en place. C'est le défaut de la qualité. C'est bien parce que de temps en temps, on le met en place. On met son rapport avec les autres fantômes sur le devant de la scène. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on a assez peu vues dans l'univers SOS Fantôme. Donc on ne peut pas lui reprocher de vouloir innover et d'aller un petit peu plus loin. Le problème, c'est que de cet espace-là, on arrive effectivement sur un antagoniste qui n'est là que pour créer une péripétie d'action. Il est là à peine 20 minutes. Il est jamais véritablement inquiétant. Il est jamais véritablement angoissant. Il est extrêmement laid visuellement. Pas dans le sens positif. Dans le sens... Autant j'étais content de voir qu'il y avait encore des maquillages et qu'ils savaient encore faire des maquillages. L'exemple de Bouffetou. Bouffetou qui était fait dans le... qui revient hein, dans SOS Fantôme et la menace de glace. Si vous avez les anciens SOS Fantôme, vous allez voir de qui je parle. Qui est refait encore une fois en make-up. Alors retravaillé en image de synthèse ensuite pour lui donner l'expression de voler, etc. Mais il est refait en make-up. Il y a quand même un petit peu cette volonté de réutiliser du maquillage, des effets pratiques sur certaines séquences du film. Pas beaucoup, mais sur certaines séquences. Qui sont pour la plupart des petites références au film d'avant. Ça, c'est cool. Pour le reste, bah, sur les effets spéciaux, quand on en est là, par exemple, à justement l'antagoniste principal a un design qui est absolument pas travaillé. Genre, il n'est pas impressionnant du tout. Ça sent les effets spéciaux à gogo, donc c'est vrai que ça sort quand même un peu du métrage. Et surtout, il n'est là au final que pour être une péripétie d'action. On n'a pas de plus-value vis-à-vis de cet antagoniste-là, pas à la hauteur, par exemple, des antagonistes des premiers, où moi j'avais beaucoup adoré Vigo des Carpates. Parce que l'avantage dans SOS Fantôme 2, c'est que Vigo, on le voit en tableau. Et ils te mettent déjà toute une idéologie là-dessus. Et tu le vois discuter un petit peu avec son sbire, et t'en as déjà un petit peu peur, et il provoque quand même quelque chose. Parce que SOS Fantôme 2, il voulait récupérer un enfant, il y avait des trucs relativement glauques derrière, et puis il y avait pas mal de choses qui étaient quand même pertinentes tout autour du récit, entre les liens entre personnages, le travail entre Bill Murray, Sigourney Weaver, qui reviennent, qui s'en vont, etc. La solitude de Bill Murray par rapport à cette relation-là. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient intéressantes. Mais Vigo était un antagoniste qui en imposait. Là, lui, n'en impose pas du tout. Alors que pourtant, tout au long du film, ils nous mettent une montée crescendo avec des voix un petit peu profondes, ténébreuses, comme s'il revenait un petit peu, voilà, comme s'il revenait de l'au-delà et que on avait vraiment cette impression de quelque chose de très fort. Et à aucun moment ça on le ressent dans le film, quand à la fin on découvre que finalement c'est qu'une péripétie d'action un petit peu vide de sens. Pour vous donner les défauts de la qualité. Dans les autres qualités, malgré tout, j'ai beaucoup aimé le traitement de Phoebe Spangler. Et encore une fois, vous allez voir, c'est le défaut d'une qualité. Alors, Anaclusmos, ça n'a rien à voir avec Madame Web. Madame Web, Godzilla X Kong, pour moi, c'est des non-films. Tu vois, moi, je dirais à Cebu, je vais pas vous dire de pas aller voir le dernier SOS Fantôme si vous voulez vous faire un avis. Je suis très mitigé dessus. Je trouve pas que ce soit brillant. Malheureusement, ce sera très vite oublié.
Là où le précédent m'avait fait une vraie bonne impression, et là où les deux sont parmi mes films de cœur. Celui-là, malheureusement, sera très vite oublié. Mais en vrai, c'est intéressant que tu en parles, Anaclusmos, parce que beaucoup de gens le voient comme un étron. C'est ça, un tas de superlatifs négatifs, justement, si j'ose dire, hein, sur le film, comme quoi ça devait même pas se faire, que c'est un échec total, etc. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un échec total, je dis juste que malheureusement, pour une qualité, il aborde 2 ou 3 défauts. C'est un peu le problème. Exemple, le traitement de Phoebe Spangler. Phoebe Spangler, on travaille énormément sa mise en retrait, de par son âge, de par son comportement, on continue de bien la travailler. On lui offre même une narration intéressante avec un fantôme qui est pas dans l'optique, et ça aussi c'est à remettre dans le lien des SOS Fantôme, la menace de glace, c'est que c'est un film qui essaie de proposer des choses différentes. Là on a des fantômes qui vont pouvoir converser avec justement Phoebe Spangler, qui vont se lier d'amitié avec. On se demande même si à un moment donné, il n'y a pas un peu plus que de l'amitié entre la petite et puis le fantôme. Parce on voit qu'il y a une vraie belle alchimie même entre les deux actrices. Et c'est vrai que son travail à elle est très poétique. Moi, ça, c'est ce que j'aime bien. Il y a un travail très poétique vis-à-vis de Phoebe Spangler qui fait qu'à un moment donné, on s'attache au personnage. On comprend ce qu'elle ressent. Le fait qu'elle se sente un petit peu exclue et qu'elle ait un petit peu cette marge entre les parents qui, sa mère reste une Spangler et puis Paul Rudd qui essaie de prendre le travail de beau-père, c'est un petit peu compliqué. Son frère, qui est assez invisible dans le film. Hein. Très clairement, je trouve que son frère n'a absolument aucun intérêt. C'est ce que je vais vous dire sur, en fait, tout le reste des personnages apparaît. Tous n'ont aucun intérêt. Passé un certain stade du film, tous n'ont littéralement plus aucun intérêt. Et ça, c'est dommage, vu les travaux qu'avait fait le premier film. Et il y a des interactions, en fait, entre personnages, des travaux entre personnages qui avaient été faits dans le premier, qui, là, sont complètement laissés de côté. C'est une phrase rapide, et c'est tout. Et ça, c'est très problématique. Alors, c'est au détriment d'une qualité, c'est-à-dire travailler la poésie, le côté « je suis pas à ma place », le côté à l'aise du personnage qui va finir par se retrouver pour boucler la boucle un petit peu de ce que faisait son grand-père aussi. C'est vrai qu'il y a un travail poétique, féerique, encore une fois, vis-à-vis du fantôme, en plus qui est plutôt bien designé, puisque c'est une fantôme malheureusement qui a péri dans un accident où elle a brûlé vive, et elle a toujours des flammes sur elle. Avec comme objet évidemment sur elle la dernière allumette qui a fait prendre feu justement sa famille à l'époque où elle est morte. C'est très 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 joyeux, hein, dit comme ça évidemment. C'est très poétique les gars, allez voir SOS Fantôme. Mais du coup on en fait une poésie et même au niveau du design c'est plutôt intéressant. Ça c'est relativement bien creusé. Le travail autour de Phoebe Spangler, de la même manière que j'ai moi beaucoup apprécié le travail autour de Ray, donc le personnage de Dan Aykroyd, que vous aviez vu notamment dans les Blues Brothers, que vous avez pu voir dans tout un tas d'autres films, évidemment, Dan Aykroyd. Mais ce que j'ai bien aimé vis-à-vis de Dan Aykroyd, et la semaine prochaine, mon yaya, ouais, Civil War. Civil War, je vais le voir la semaine pro. Pas sûr que je puisse vous en faire une critique, puisque moi, vendredi prochain, je suis en vacances, pendant 10 jours. Donc je reviendrai pour la planète des singes, en gros. Je reviendrai sur Twitch pour faire la critique de la planète des singes, que beaucoup, toi aussi, mon yaya, attendons avec impatience. Mais Civil War, évidemment, j'en parlerai sur Twitter, on en parlera sur Instagram, etc. Mais j'ai bien hâte d'aller le voir, ce film, ouais, carrément. Qui a l'air très très bon. Comment ça va, mon Léandre? 22h30, hein, je t'attends. Hein. H-1, mon Léandre. Eh, tu seras en train de prendre la route, je serai totalement en train de couper le stream, je te le dis. Je termine à 22h. Mais j'aime beaucoup le travail autour de Ray. Parce que pour moi, en fait, il y a une personnification de l'acteur qui est intéressante. L'acteur est essentiellement connu pour les Blues Brothers et SOS Fantôme, et surtout SOS Fantôme. Le personnage nous dit dans le film qu'en fait, vivre sa meilleure vie et vivre intensément, c'est la chasse aux fantômes, c'est la chasse au mystère, c'est la chasse à toutes ces choses-là, parce que c'est tout ce qu'il a. Et j'ai trouvé le parallèle intéressant entre l'acteur qui peut nous dire à demi-mot que tout ce qu'il a eu de plus grand, c'était SOS Fantôme, et que du coup, il sera toujours là pour cette franchise-là parce qu'il l'aime, de la même manière que le personnage aime l'univers des fantômes, du mystère, etc., parce que c'est tout ce qu'il a. On le voit un peu comme un vieux reclus, et j'ai énormément aimé son jeu. Pour être tout à fait honnête, je pense même que c'est des 4 films celui où j'ai préféré sa performance, avant le 1 et le 2.
Là, il est travaillé d'une manière où à chaque fois que Phoebe Spengler dit un truc, il a un sourire. Il est fier de ça. Il est fier de l'héritage, il est fier des nouveaux, il est fier de transmettre, il est fier de continuer à apprendre, d'avoir toutes des péripéties narratives où justement il va remettre un pied là-dedans. Je l'ai trouvé d'une douceur, d'une poésie, d'une nostalgie extrêmement subtile et bien amenée. C'est le personnage que j'ai préféré moi dans le film et je buvais ses paroles parce que je me suis dit, là encore une fois, même si le film n'est pas incroyable, ils ont compris ce qu'était un peu, refaire un revival, un remake, une suite, un reboot, ce que vous voulez, mais le refaire de manière intelligente. Tous les remakes, les reboots, les suites ne sont pas mauvaises à prendre. Il y en a 95% trop, ça je suis d'accord, et je préfère les compos originales ou les créations originales, je suis d'accord. De temps en temps, il y a quelques suites qui sont intéressantes. De temps en temps, il y a quelques reboots qui sont plutôt bien gérés. Des La Mouche ou The Thing de Carpenter, etc. On avait des remakes qui déjà étaient capables de faire des choses intéressantes. Là, sur le traitement de Ray, c'est ça qui est particulier, c'est que on sent qu'ils ont tout compris au personnage et que c'est bien fait et qu'il y a une émotion qui s'en dégage. Le problème, c'est que tous les autres personnages ne servent à rien. Quand je vous dis à rien, ça atteint des proportions stratosphériques. Il y en a peut-être un à la limite. Alors attendez, je vais vous redonner le nom parce que j'ai plus le nom du personnage. Tac, tac, tac. C'est Winston, bien sûr, qui est joué par Ernie Hudson. Le personnage de Winston, donc, qui fait partie de l'équipe principale des SOS Fantômes, et qui se retrouve maintenant à la tête d'une organisation pour lutter contre le fantomatique paranormal, etc. Et alors c'est vrai que lui, pour le coup, son évolution est radicale. Je me souviens plus exactement s'il avait à ce point-là la même évolution dans le premier, mais on les voyait beaucoup moins à l'exception de Dan Aykroyd, qui a toujours fait le lien entre les deux temporalités. Hein. Mais on le voyait beaucoup moins. Alors c'est vrai que cette évolution-là est un peu étonnante, mais lui encore s'en sort avec un petit travail autour de son personnage. Mais alors tous les autres, soit c'est pour du fanservice, exemple la nana de l'accueil qui va finir par enfiler la tenue, etc., et qui fait toujours les mêmes vannes, soit Bill Murray. Et ça me fait chier parce que Bill Murray, il a 4 phrases. Il a 2 scènes. Ah, il a 2 scènes. Il y a une scène où on le voit, on sait même où il fait passer un test à celui qu'on va appeler le maître du feu. Je crois que c'est comme ça le nom, le maître du feu. Je vous donnerai après pourquoi ça, à mes yeux, c'était consternant. Et il y a une autre scène ensuite où on le revoit évidemment enfiler sa tenue avec tous les autres. Et ce qui m'a énormément frustré, c'est que il doit avoir 10 lignes de dialogue. Les 10 lignes m'ont fait marrer parce que c'est du Venkman et que... Mais en fait, son personnage ne sert à rien. Il est vraiment là histoire de faire le nombre. Tu sens vraiment que soit l'acteur s'en fout, soit ils l'ont mis parce que bah, forcément c'était plus vendeur s'il y avait Venkman, mais il n'y a aucun intérêt, aucune utilisation à l'avoir. Ce qui est triste en fait, c'est que ce film-là l'utilise vraiment là comme du fanservice ou un gros clin d'œil, mais qui est inutile parce que même dans le film en règle générale par rapport aux péripéties, bah, il serait pas là, ce serait la même chose. Le premier, le premier donc reboot de SOS Fantômes, suite, remake, etc., qui était sorti il y a quelques années, on avait une scène post-générique avec Sigourney Weaver. Et rien que cette scène-là était mieux que tout ce qu'il fait dans l'autre, parce qu'au moins elle avait du sens. C'était un petit caméo, mais malin dans l'idée. Alors que là, il n'y a rien de malin. C'est vraiment posé là. Mention, par exemple, à son retour. On le voit une première scène, et puis à son retour ensuite quand il vient aider l'équipe. J'ai rarement vu aussi cliché. Hein. On pense que les grands méchants, ça y est, New York est sous la glace. On pense que le grand méchant arrive pour affronter les Ghostbusters. La porte d'entrée de la maison tremble, etc. Et en fait, non, c'est juste lui qui est caché et qui dit un petit coup de main. Voilà, c'est l'arrivée de Peter Venkman. Où tu te dis... Enfin, c'est pas cohérent, puis c'est tellement genre facile de le refaire revenir comme ça. C'est bon, j'étais très déçu de la prestance des personnages, même pour les petits jeunes que vous voyez notamment à côté du lion et dont la nana avait un rapprochement avec l'acteur qui joue aussi dans Stranger Things.
Là, eux, ils ont 2 lignes de dialogue et après, c'est terminé. On n'en entend pratiquement plus parler. Et les parents ont des problèmes avec Phoebe Spengler. On travaille un petit peu le système parental avec la difficulté de Paul Rudd à ce que tout soit allé très vite et que maintenant, ils doivent jouer le beau-père alors qu'avant, c'était pas le cas et que c'est compliqué. Mais ça, c'est les 30 premières minutes du film. Voilà. C'est les 30 premières minutes du film et après, ils sont quasiment invisibles. Ce qui est dommage, comme c'est que la mère, c'est quand même la fille des Spengler. C'est vrai qu'après, on les voit pratiquement plus. Donc ça enchaîne un petit peu les péripéties, mais dans le rythme et dans la narration, c'est très maladroit parce que une n'est à peu près pas terminée. Tant pis, on le fera à la fin en faisant dire à Phoebe Spengler, d'accord papa, à Paul Rudd, comme ça tout va bien, mais c'est laissé de côté. Les intrigues du premier sont laissées de côté. Et à l'exception de Phoebe Spengler et à l'exception du personnage de Ray, donc de Dan Aykroyd, rien n'est véritablement travaillé. Et ça, c'est dommage. Sauf un personnage. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez vu les SOS fantômes. Mais les SOS fantômes, ça a toujours été du surnaturel, du paranormal, du fantomatique, etc. On nous apprend. Alors, il y a à boire et à manger là-dedans, hein, mais on essaie de travailler un petit peu l'antagoniste principal, ce qui est le côté positif. Vous allez voir après pourquoi ça devient négatif. On apprend dans le film que cet antagoniste est un personnage qui existe donc depuis un peu la nuit des temps, et que depuis des siècles et des siècles, il y a en fait des chasseurs de fantômes qui existent, ou des décennies, hein, on ne sait pas exactement depuis quand, mais depuis au moins une centaine d'années, oui, parce qu'en 1904 c'était déjà le cas, donc on peut au moins dire depuis des siècles. Les chasseurs de fantômes existent et se sont toujours battus contre cette entité-là qui a été enfermée dans un réceptacle, justement, pour ne pas qu'ils viennent envahir la Terre. Et en fait, ces chasseurs de fantômes étaient ce qu'on appelle des maîtres du feu. Et en fait, les maîtres du feu, c'est Pyro dans X-Men. C'est des gars qui sont capables de manier le feu. Vous avez une bougie, ils peuvent faire ça et manier le feu. Ils peuvent pas la créer, tout comme Pyro, mais ils peuvent la manier. Et je me suis dit, putain de bordel de merde, qu'est-ce que ça vient foutre dans SOS Fantôme, ça? Qu'est-ce que ça vient foutre dans SOS Fantôme? On a un mec qui est capable de manier le feu et qui est finalement la seule personne capable de retarder ou de repousser cette menace de glace. Ils ont peut-être vu Pokémon, ils se sont dit, bon bah le feu bat la glace, donc on va mettre un type feu, comme ça au moins ça ira. Et ça m'a complètement sorti du truc, parce que il y a une différence entre vouloir réinventer et dénaturer. SOS Fantôme, ça a toujours été quelque chose lié au paranormal. Quelque chose de semi-super-héroïque comme ça, d'un personnage qui est capable de manier le feu pour lutter contre un fantôme qui n'en a même pas l'air. Ça a plus l'air d'être une créature qu'un fantôme, et on a perdu aussi ce côté fantomatique des premiers films que moi j'aimais bien. Il y a quelques petites références par-ci par-là, mais on dirait plus maintenant à une accumulation de créatures, plus que des véritables fantômes ou des systèmes de possession comme il y avait dans les premiers. Et c'est ce que je regrette. Alors il n'y avait pas que ça dans les premiers, il y avait aussi des choses un peu plus grandiloquentes. Mais, mais je suis étonné, moi, de voir justement, alors peut-être comme tu dis, Anaclusmo, c'est pour surfer sur la vague de... Je vais mettre le chat parce que je ne l'avais même pas mis, dis donc. Je l'avais retiré hier. Voilà. Ça au moins pour la rediffusion, s'il y en a qui veulent voir les messages dans le chat. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup ce soir, mais Anaclusmos, je le sentais un vendredi soir, parler d'SOS Fantôme. J'ai eu très peu de retours sur Twitter sur mon avis du film. J'en ai parlé mercredi, les gens m'en ont pas reparlé. La seule personne qui m'a demandé si c'était bien, c'était Yaya. La seule personne qui m'a dit, alors du coup, ça donne quoi SOS Fantôme, c'est Yaya. Je pense vraiment qu'en fait, SOS Fantôme, il y a un non-regain d'intérêt pour la franchise. Est-ce que c'est une franchise qui a fait son temps? Est-ce que c'était possible à un moment donné de réinventer? C'est des vraies questions, hein, de réinventer cette franchise. Est-ce que les gens simplement se disent SOS Fantôme, ça ne m'intéresse pas? C'est fort probable, c'est malheureusement fort probable, hein. On était plus de 60, hein, on était plus de 160, plus de 60 pardon, sur Godzilla X Kong hier en live, donc c'est pour vous dire, mais c'était le film que j'attendais le plus de l'année, je l'attendais depuis début 2023. Alors qu'est-ce que t'en as pensé toi, Anto, du coup, de SOS Fantôme, la menace de glace? Parce que c'est vrai que moi, j'en suis ressorti très mitigé pour toutes les questions que je vous ai... Enfin, pour tous les éléments que je vous ai abordés. Il y a des segments intéressants. Il y a toute une séquence quand ils sont dans cette espèce de centre pour les recherches paranormales où... alors, il y a des petites... Enfin, moi, j'ai trouvé une espèce de référence, je sais pas, peut-être à la mouche de Carpenter.
Ils doivent rentrer dans une espèce de télépode, enfin de tube, pour faire sortir le fantôme et le transférer dans un autre tube qui ensuite l'emmène directement dans un endroit où ils sont stockés, etc. Et du coup, à un moment donné, l'actrice Phoebe Spengler rentre dedans, histoire que son enveloppe quitte son corps et qu'elle puisse être dans l'état fantomatique pour voir ce que ça fait. Ça aussi, ça donne une réflexion. Le duo entre Phoebe Spengler, je l'ai déjà dit, hein, et Ray est très intéressant. Il y a une phrase où on apprend que Ray, en fait, tous les jours se demande ce que ça fait d'être un fantôme. Et ça aurait pu être vachement plus appuyé, comme ce qu'ils avaient appuyé dans le premier avec le vieux Spengler qui donnait des indices à droite à gauche. Où ça, c'était vachement intéressant. C'est pas un si mauvais film. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. C'est très mitigé, quoi. C'est vrai que il sera très vite oublié. C'est triste, mais il sera très vite oublié. Je suis pas, c'est pas un bon film. Moi, j'aurais du mal à vous dire que SOS Fantôme, La Menace de Glace est un bon film. Mais, mais je vois un petit peu la thématique donc entre ces deux-là. Et il y a une scène qui est intéressante. Une fois qu'elle est sortie un petit peu de ses télépodes, et ça rappelle un peu cette bundle qui va d'un télépode à un autre, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait une petite référence visuelle là-dessus. Ces séquences-là, jumelées avec les fantômes autour, etc., tu retrouves un petit peu ce côté effrayant, horrifique, quelques jumpscares par-ci par-là. Pas des jumpscares ignobles comme on peut avoir dans maintenant beaucoup de films d'horreur qui jouent que là-dessus. Juste là, un ou deux, vraiment par parcimonie, à droite à gauche, histoire d'eux. Mais moi, j'avais trouvé qu'il y avait des choses voilà, dans cette séquence-là qui étaient plutôt cool, parce qu'on sentait qu'il y avait une volonté de bien faire. Et qu'il y avait une volonté par moment voilà, d'aller chercher quelque chose. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est la BO. La BO est à aucun moment capable de toucher la BO des deux premiers. Voilà, ça c'est clair et net. Et encore, vous allez voir, encore une fois, le défaut, enfin la qualité qui mène à un défaut. Il n'y a pas de qualité où en fait il n'y a pas de défaut derrière. La musique est cool, féerique, assez nostalgique, par moments mystérieuse, douce, espiègle. Je trouve que la bande originale et ça fit parfaitement avec les personnages et ce qui se passe. La bande son des premiers était déjà pareil, très espiègle par moments, très années 80. Moi j'ai bien aimé. Le seul problème, c'est que dans le premier SOS Fantôme, on avait évidemment Who You Gonna Call, Ghostbusters, la musique emblématique d'SOS Fantôme. Je l'ai dit parce que moi j'aimais beaucoup. Dans SOS Fantôme 2, on avait Bobby Brown qui faisait On Our Own, que j'aimais énormément. Et ça, pour le coup, moi c'était un plaisir. Pas de problème là-dessus. C'est le défaut de ces reboots-là, il n'y a pas d'âme, en fait. Les SOS Fantômes, ils avaient une âme aussi par rapport à la musique, les personnages et ce qui se passait. Là, à l'exception de Dan Aykroyd, qui est un personnage ancien, donc on ne le compte pas, mais à part Phoebe Spengler, aucun des personnages n'a d'âme. Et vraiment, enfin, il n'y a aucun personnage emblématique marquant. Si c'est pas Paul Rudd, d'ailleurs, tu l'oublies très vite. Tu vois, parce que Paul Rudd, tu le connais d'ailleurs et que t'aimes l'acteur. Et qu'il est infiniment sympathique et qu'il joue bien. Même si il n'est pas très concerné dans celui-là, mais qu'il est toujours capable d'offrir une bonne partition. Mais ça manque cruellement d'âme. Alors que les premiers étaient bourrés d'âme. Bourrés d'âme. Et ça manque d'une musicalité voilà, marquante. Ça manque d'un morceau emblématique. Il aurait fallu un morceau phare, voilà, qui arrive, un peu comme le Ghostbusters ou On Our Own, dans la première suite, pour arriver aussi dans celle-là, et qu'on se dise, ah tiens, oui, ça c'est la musique des reboots. Parce que là, à la fin du film, ils nous sortent évidemment la musique des Ghostbusters, mais c'est une fin hyper anecdotique, comme tous les Ghostbusters ont cette fin-là, finalement. À New York est sauvé, ils se font tous applaudir, le maire est content, les trucs. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est très oubliable. Pareil pour la réalisation. À quelques plans près, on n'a pas la patte de Redman. Il y a quelques petites références, notamment un fantôme dans une bibliothèque ou Bouffe-Tout, etc. Il y a quelques références à ce qu'avait fait Redman. Mais là, on sent vraiment que le réal, à aucun moment, peut-être à part un ou deux trucs horrifiques vite fait ou qui sont censés être un peu épouvantes, à aucun moment il arrive à mettre la main sur le film. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'un point de vue réalisation, mise en scène, c'est très classique. Vous voyez ce film-là, vous en avez vu 10 000 avant et vous en reverrez 10 000 après en termes de mise en scène, de cadrage, de réal. Et c'est dommage. C'est un film grand public, histoire de ramener du monde en salle. Oui, mais il n'y a pas de mal à être un film grand public. Et vous savez quoi, c'est un truc, je sais pas si Papy est encore là, mais moi c'est un truc qui me gave. Vraiment, j'ai lu ça,
Je voulais en tweeter un truc et je me suis dit, vas-y, nique ta mère, j'ai même pas envie de parler de ça. Genre, ça me gonfle. L'élite cinématographique a déjà pris en grippe le trailer de Joker 2. L'élite cinématographique, le cinéphile, Ernest le cinéphile, hein, vraiment l'homme qui a vu moult films et à qui lui on lui fait pas. Hein. Non, non, en vrai, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui s'en sont pris, non pas forcément au trailer de Joker, mais aux gens qui appréciaient le trailer de Joker. Et là, en fait, moi, ce qui me gonfle, c'est de me dire, vous râlez quand les gens bouffent que de la merde, mais là qui s'intéresse à quelque chose qui filmiquement est intéressant, vous râlez aussi parce que soi-disant ils s'y intéressent trop et que ça fait trop de bruit. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. C'est pas possible aujourd'hui, le monde du cinéma, d'être autant dans le drama et dans le on n'est jamais content. À quel moment le cinéma est devenu aigri comme ça? À quel moment l'élite cinéphile est devenue aigrie comme ça? C'est pas possible. Tu peux pas vouloir que les gens regardent d'autres trucs et à un moment donné râler parce qu'ils s'extasient sur le fait qu'il y a quelque chose de différent. Moi, alors, deux poids, deux mesures. Je suis conscient que voir un trailer de Joker et dire tout de suite c'est la plus grande chose qu'on ait jamais vue de notre vie, c'est chiant. En faire 1 milliard de superlatifs sur des plans où je l'ai dit, moi, quand j'ai vu le trailer, le plan du Joker qui a le sourire, où on voit justement le rouge à lèvres, etc. C'est simple. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est tellement efficace. Mais c'est vrai que c'est simple. Voilà, il n'y a pas à non plus dire waouh, c'est la plus grande chose que j'ai vue depuis 400 ans. Je suis d'accord. Il n'y a pas de cinéma il y a 400 ans de toute façon. Je suis d'accord. Mais regarde l'intégralité du trailer. Regarde ce que ça propose. Regarde là où ça place le cinéma de super-héros ou super-vilain dans un film, dans une réalisation, une photographie, une mise en scène. Pourquoi tu chies sur les gens qui ont aimé? Sachant que c'est peut-être pour eux une porte d'entrée pour aller voir d'autres trucs. Il y a peut-être des gens qui ont vu Joker qui vont se dire ah ouais, ok, ça, d'accord, je vois un peu le truc. Il y a plein de gens qui disent que ça ressemble à Taxi Driver, tiens, je vais aller regarder ça. Et qui se sont fait une filmo derrière. Il faut bien qu'il y ait une porte d'entrée, sinon tu restes sur Fast and Furious toute ta vie. Donc là, à un moment donné, t'es jamais content. Alors, ça dit que Marvel c'est extraordinaire, tu chies sur les fans de Marvel. Ça dit que Marvel c'est pas bien, tu chies sur les fans de Marvel. Maintenant, les gens, en fait, on essaie de leur montrer quelque chose qui est un peu plus intéressant. Tu chies sur les gens qui essaient de trouver un truc plus intéressant. Calmez-vous. Putain d'élitiste à la con. Après, c'est quoi le pire? C'est que ces gens-là, ensuite, ils reprochent aux autres de dire ah bah puisque je suis juste un enculé d'élitiste. Bah gros, en fait, on t'oblige. Tu juste fermes ta gueule. Tu sais, on t'oblige pas à parler. Genre, on n'est pas là. Et j'en ai vu des dizaines et des centaines des tweets comme ça. J'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines des gens qui sont en mode ah bah ça y est, oh là là, le trailer de Joker est sorti, tout le monde s'extasie dessus, c'est pas possible, j'en ai déjà. Enfin, ouais, bah dans ce cas-là, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux que les gens soient contents de quoi? Faut bien qu'ils aient leur porte d'entrée. Je suis l'exemple vivant, moi, que sur YouTube, ça a pas marché d'essayer de proposer d'autres choses à d'autres gens. Euh... Oui, non, mais Fast and Furious, moi je parle de ce que c'est devenu aujourd'hui, Big Green. Ma Fast and Furious, le premier et le troisième, je les aime beaucoup aussi. Le premier Fast and Furious est objectivement un bon film, hein, avec tous les ingrédients qui en font un bon film. Moi, c'est Fast and Furious à partir du 4, à part le 7 pour Paul Walker, à partir du 4, ça me gonfle, et le 8, le 9, j'ai arrêté de regarder. Mais soit t'es un suceur, soit t'es un aigri. Ouais, il n'y a plus de nuances. Faut dire que c'est le meilleur film de tous les temps, soit dire que c'est la plus grosse merde jamais créée, on n'a plus le droit au dosage. Et moi qui suis un mec qui aime les nuances, ça me gave. Moi, il n'y a plus de nuances. Il n'y a plus aucune nuance. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on reproche encore à des gens bah, d'apprécier un truc qui sort du lot. C'est-à-dire que tu passes ton temps à reprocher aux gens de regarder de la merde et qu'aujourd'hui, maintenant, au cinéma, à cause du box-office, on n'a plus que de la merde, mais que là, on a un film un tant soit peu chiadé qui essaie de faire quelque chose de différent. Voilà, on va tout de suite aller les envoyer se faire mettre parce que ils sont peut-être un petit peu trop extasiés dessus. Alors oui, ça sert à rien de s'extasier comme ça sur un trailer à gogo. Tu peux être hype de ouf et se dire putain, c'est quand même vachement bien foutu. Maintenant, faut voir le film. Et puis, ça sert à rien d'en faire des caisses. Mais c'est peut-être leur porte d'entrée pour d'autres choses. Enfin, un film qui prend pas les gens pour des cons. Tu vas quand même pas t'en prendre aux gens qui le trouvent bien. Car t'aimes les nuances. C'est pas ma meilleure vanne, celle-là. On surnomme Grey. Non, elle est pas si mal. T'en as fait des pires, moi, Anaclusmos. Non, t'en as fait. Moi, j'aime bien celle-là. T'en as fait des pires que ça.
t'aimes pas un seul film d'une saga de 60 films, t'as un hater ultime aigri de cette saga, et si t'aimes un seul film d'une saga de 60 films, t'as un gros suceur qui n'a pas de goût. Alors que tu peux aimer certains films de certaines sagas et d'autres moins, un entre-deux. Mais exactement. Est-ce que ça fait de moi un charlot? J'ai pas besoin de ça pour être un charlot, les gars, rassurez-vous. Est-ce que ça fait de moi un charlot de dire que j'ai bien aimé les Gardiens de la Galaxie et que je leur trouve filmiquement de vraies propositions et que j'ai adoré ce qu'a fait James Gunn? J'aime beaucoup Iron Man 3. Est-ce que ça fait de moi un immense giga suceur de Marvel? Non. Juste, j'ai bien aimé ça, comme il y a des films de Marvel que j'aime bien, comme il y a des films que j'aime moins. Est-ce que il y a certains films français que j'aime et d'autres que j'aime moins? Est-ce que ça fait de moi un anti-cinéma français? Non, j'en ai fait l'éloge tout à l'heure sur Le règne animal, Vermine, etc. Les gens, ils ont pas de dose. Mais voilà, oui, c'est Twitter. Le problème de X, c'est ça. Hein, c'est donne la parole à des gens qui n'en ont jamais l'opportunité et tu verras qui gueuleront les plus forts. Mais je trouve ça tout ça triste, pardon, ou grave, n'importe. Tout ça pour dire qu'SOS Fantôme, on dit par exemple, c'est un film familial pour faire remplir les salles. J'ai rien contre ce genre de film du moment que c'est bien fait. Et le premier SOS Fantôme, alors je sais plus si c'était Aftermath ou Afterlife. Je crois que c'était Aftermath, mais j'ai un doute. Je vais regarder. SOS Fantôme, l'héritage, ouais. C'était Afterlife, non, j'avais raison, c'était Afterlife, qui était réalisé par Jason Reitman et scénarisé par Jason Reitman, là où justement La menace de glace est co-scénarisé uniquement par Jason Reitman, et on perd un petit peu du charme, je pense. Euh, mais voilà, l'héritage, j'avais bien aimé. Parce que ça respectait les codes du film familial, ça respectait les fans des années 80, ça respectait la licence, c'était pas la suite de trop, ça avait tous les codes d'un bon reboot intelligent qui sait exactement où est-ce qu'il faut aller en offrant aussi autre chose. Newsflash, Jurassic World était pareil. Hein. Le premier Jurassic World, c'était une bonne suite rebootée. On aime ou pas le 2, le 3, la série animée, ce que vous voulez, ça c'est libre à chacun. Mais objectivement, c'était très bien Jurassic World en termes de suite reboot. Pas trop de fanservice, un petit peu mais pas trop. Des nouveautés, ce que le spectateur a toujours voulu voir, un nouveau casting. On ramenait un ou deux personnages secondaires, mais on n'était pas tout de suite dans le fanservice à outrance, comme ce qu'a été Dominion, qui est absolument abject. Y avait une base solide. Il y avait une vraie base solide. L'héritage l'avait aussi, celui-là l'a beaucoup moins. Et pourtant, il tombe pas dans le système Avenger où Bill Murray, on le voit très peu, les autres pareil, et puis on essaie quand même de leur donner un rôle à chaque fois. Je vous dis, dans les anciens, le fanservice, il n'y a que la nana de l'accueil et Bill Murray. Parce que Winston, pour le coup, bah, lui, il a un rôle dans le film qui est scénarisé, et Dan Aykroyd, pour moi, c'est un des gros points positifs. Et alors moi, Papy, moi, j'aime bien l'acteur qui joue dans Stranger Things, Mike. Moi, c'est un acteur que j'ai toujours bien aimé. Beaucoup de gens le détestent. Moi, je vous avoue que je l'ai toujours trouvé intéressant et il m'a jamais déplu. Autant il y en a quelques-uns hein, dans Stranger Things qui me sortent par les yeux en tant que performance d'acteur. Will ou le frère de Will, que je trouve qu'il a le charisme proche du néant, c'est une dinguerie. Mais tu vois, moi, Mike, c'est un personnage que j'ai toujours plutôt bien aimé, même si évidemment ensuite, quant à Steve ou surtout le frère de la Rouquine, qui est un acteur incroyable lui, alors, je me souviens plus comment il s'appelle, mais je me souviens plus de son personnage non plus, le nom de son personnage, mais j'avais adoré son personnage et justement ce qu'ils en avaient fait ensuite dans le drama Billy, ouais. Alors ouais, là, tu tombes sur du très haut standing. C'est encore une autre histoire. Mais moi, je le trouvais insupportable dans Stranger Things, mais l'autre SOS Fantôme, elle et Millie Bobby Brown. Alors lui, Millie Bobby Brown, je peux plus me les voir. Ah bah Millie Bobby Brown, faut dire qu'en même temps, elle fait tout pour. Hein, donc ça, je peux comprendre. Puis elle a pas un talent d'actrice incommensurable. Lui, moi, j'aime bien. Mais il n'est pas travaillé dans SOS Fantôme, c'est aussi le problème. Dak Montgomery, ouais, qui est fabuleux. Hein. Moi, c'est un acteur que j'aime énormément. Lui et Steve dans Stranger Things étaient largement mes préférés. Merci Stranger Things d'ailleurs de m'avoir revalorisé aussi euh, le personnage de Hopper, que j'adore maintenant, même l'acteur, je le trouve super, alors que j'ai un peu de mal au début. C'est la beauté de l'évolution du personnage à travers Stranger Things, parce que Hopper, au début, c'était pas... Et finalement, il y a une belle évolution. Mais là, oui, des évolutions, il y en a trop peu, c'est que par bribes, manque de rythme, ça me manque de savoir-faire. Dans le scénario, dans le traitement des personnages, là, c'est vrai que le gamin de Stranger Things, tu le vois presque pas.
Et globalement, tu le vois pour râler par rapport au fait qu'il est majeur. Pour très peu d'autres choses, il a quasiment un rôle anecdotique. Pareil, pareil pour la nana avec qui il avait eu une petite relation. Je parle pas de relation amoureuse ou autre, mais avec qui il avait eu justement une relation narrative dans le premier où là ils échangent deux phrases. Alors, podcast, c'est un cliché, il est là que pour régler les blagues, etc. Et je vous dis, le seul personnage qu'on introduit véritablement de nouveau, c'est le maître du feu. Et moi, j'aime pas. Pas plus intéressant que le Hell Knight. Ah non, 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 bah non, là, mon Mike, je peux te dire que ça, c'est un film où globalement, oui, je pense que même le traitement de Hell Knight est à peu près du même niveau que le traitement de beaucoup d'acteurs qui sont là, c'est dire. Mais, euh, mais ouais, non, c'est dommage, c'est une occasion loupée. C'est une occasion loupée. Je pense à la scène notamment avec le lion, qui est une scène intéressante aussi, où on a une espèce de fantôme en fait qui se déplace, qui peut en fait rentrer dans les objets et contrôler les objets. Et donc du coup, il se déplace d'objet en objet. À un moment donné, il se déplace dans un lion qui est donc devant une immense bibliothèque. Et ça donne une séquence assez intéressante, mais sans être totalement démystifié, même si je trouve qu'apporter des éléments de super pouvoir, etc., ça démystifie un peu SOS Fantôme, sans être un film qui est démystifié, sans être un film qui est profondément bafoué, c'est une suite qui sera oubliée, voilà, pour être tout à fait honnête, qui sera oubliée très 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 rapidement. Et c'est dommage pour SOS Fantôme, parce que c'est une licence qui a jamais vraiment réussi à aller plus loin. Il y a eu les deux premiers films, et puis derrière, tu as eu la série animée qui était excellente, mais qui a peut-être pas forcément eu le succès escompté. Tu as eu quelques jeux vidéo, mais pareil, très anecdotiques. Tu as eu le film là avec le cast féminin, qui était probablement l'un des plus mauvais films de tous les temps, l'un des pires films de tous les temps, le plus gros flop de l'histoire. Et puis derrière, une belle résurrection. Et là, t'attends la confirmation et tu l'as pas. Tu retournes un peu dans les travers de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce genre-là. Et puis, ouais, dans un film qui est pas forcément au niveau des attentes. Bon, en tout cas, je trouve. Le lion qui bouge, c'est pas plus con que la statue de la liberté. Non, c'est ça que je dis, Anto. C'est que cette scène-là, moi, m'a plutôt bien plu. Moi, j'en parlais dans les côtés positifs, hein. Là, cette scène-là, moi, avec le lion, m'a plutôt bien plu. Tu vois, t'avais un côté assez humoristique, mais en même temps, plutôt bien filmé, avec le truc que t'as envie de voir, quoi. Tu vois, genre, puis même la petite vanne de Winston à la fin quand ils sont au commissariat. Pourquoi t'as tué Gratitude? Parce que les deux lions ont des noms, ou je sais plus, c'était Fortitude. Pourquoi t'as tué Fortitude? Je comprends pas, merde, tu fais chier, c'était Fortitude. Bon, c'est des trucs qui sont drôles. Ça, c'est dans l'âme. La séquence du lion est typiquement dans l'âme SOS Fantôme, bien plus que la menace de glace ou le méchant finalement qui a un visuel ignoble, et puis le final un peu grand guignolesque. Pareil, l'art du savoir-faire, et je terminerai là-dessus parce que je vais devoir vous abandonner, mais l'art du savoir-faire. Moi, le cinéma, je l'aime pour les bandes originales. Les bandes originales, j'adore ça. Et je trouve qu'une BO peut magnifier une séquence. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un film qui sait aussi avoir une absence de son. Le meilleur exemple que je donnerai toujours, c'est Jurassic Park. Il n'y a pas un poil de BO sur la séquence du T-Rex. Quand il sort de son enclos. Refaites la même scène avec une BO, ce sera moins bien. Parce que tu le vis pas de la même manière. C'est ce que les Jurassic World ont très peu compris. Il y a beaucoup de BO dans Jurassic World. Quasiment tout le film est sous musique. Moi, j'aime l'absence musicale. Quand il faut, justement, frapper le spectateur. La séquence d'invasion, justement, de cet ouragan de glace sur New York, les 10 premières secondes, il n'y a pas de son. Et je me dis, tiens, ça peut être une séquence marquante. Parce que s'ils arrivent à gérer le truc avec dans un environnement estival, New York sous la glace, etc. Et finalement, c'est qu'en demi-teinte, parce qu'il y a une utilisation de bande originale. Et c'est grandiloquent. Mais du coup, ça te retire, toi, ce momentum. Ça te retire ce côté frappant. Ça te retire, voilà, le côté impactant. Et un grand silence est 100 fois plus impactant que la meilleure BO possible.
C'est ça la magie justement du cinéma, c'est être capable d'être une bonne BO au bon moment. Et c'est ça qui rend justement les meilleurs BO de tous les temps. C'est une phrase magnifique, je vais m'arrêter là-dessus parce que je pourrais pas faire mieux. Je m'arrête tôt parce qu'évidemment je suis attendu. Demain, pas de stream. On se retrouve dimanche soir pour Planet Zoo. Et après, il y aura live la semaine prochaine en légende, lundi, mardi, mercredi, jeudi, avant mes vacances. Je vous garantis pas que dimanche, il y a peut-être pas 2 streams. On verra. Normalement, demain. Ça se trouve, demain après-midi, je vais faire un peu de Planet Zoo et je vais peut-être lancer du talk. Je vous dis, rendez-vous dimanche soir à 20h pour Planet Zoo. Le talk pendant 1 heure et après on joue à Planet Zoo, ça c'est sûr. Si jamais demain vous voyez pop un stream, bah, c'est que demain j'aurais décidé de stream. C'est possible. Mais la semaine prochaine, ah bah alors la semaine prochaine, Mike, il y a la critique de Fallout. Il y a la. Alors la semaine prochaine, il y a un live NBA le lundi. Il y a Planet Zoo le mardi, live Fallout le mercredi et Planet Zoo le jeudi. Avec potentiel peut-être un ou deux autres lives bonus par-ci par-là, mais je sais pas trop. Mais en tout cas, ces 4 lives sont sur le jeudi. Là, demain, soit on fait que du talk, soit du Planet Zoo, soit il n'y a pas de stream. Pour l'instant, il n'y a pas de stream. Hein. C'est au cas où je décide d'en mettre un, on sait jamais. Soit. 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 Comment dire. Soit. On se retrouve dimanche, donc pour le Planet Zoo à 20h. Je vous fais des bisous. Je vous laisse parce que je suis déjà très 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 en retard. Christopher Nolan. Alors attends, je vais mettre ça, je le regarderai après. J'ai cliqué sur le lien. Il est directement là, mon Stradry. Je le regarderai après parce qu'il faut absolument là que je bouge. Mais c'est bon, pas eu l'accord de Christopher Nolan. Ce jeu vidéo Batman annulé sur JD Limbe Internet avec des images et des vidéos. Jeu Batman inspiré peut-être de l'univers Nolan, ça marche, je regarderai ça juste après mon Stradry. On en parlera au prochain stream en Big Legend. Tu vas faire la critique de Civil War quand? La critique de Civil War, j'aurai pas le temps, je suis en vacances avec madame à partir de vendredi prochain, donc je pense pas avoir le temps de le faire. S'il y a critique de Civil War, quoique si, peut-être. Peut-être jeudi. Je te dis, j'en sais rien, Bart. Ça dépend de quand est-ce que je vais voir tel ou tel film, etc. Je vais voir, ça va dépendre de mon temps libre. Je vous redis, vous aurez le planning lundi. Là, demain, normalement pas de live, mais si j'en lance un, c'est dans l'après-midi. Et peut-être qu'il y en aura un, juste du talk ou autre, histoire de bavarder un peu. Sinon, on se voit dimanche. Dimanche sur live à 20h pour Planet Zoo. Peut-être qu'il y aura un live l'après-midi si j'ai envie d'en lancer un ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, dites-vous, rendez-vous dimanche à 20h et s'il y a des lives d'ici là, tant mieux. Et puis évidemment, lundi, donc il y aura les 4 streams que je vous ai proposés. Ce live-là, SOS Fantôme, sera en rediffusion dès normalement demain ou dès dimanche pour YouTube. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, des bisous!